toi. Merci. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup Majdoline et merci à Norcrea pour l'Ancêtre, tous les organisateurs pour ce très bel événement. Et merci aussi pour avoir souhaité et réussi à rassembler autant d'acteurs divers, parce que je pense qu'on n'a pas aussi fréquemment l'occasion de tous se fréquenter. Il me semble que le débat et pouvoir échanger avec tout ce qui constitue cet écosystème est extrêmement important. Donc, je m'appelle Naila Jaltouni, je coordonne un collectif qui s'appelle le collectif Éthique sur l'étiquette, qui est un regroupement d'ONG, de syndicats et d'organisations de défense des consommateurs, qui s'est créé en 1995 pour défendre les droits des travailleurs dans l'industrie mondialisée de l'habillement et pour faire en sorte que justement cette industrie de la mode, de l'habillement ne soit pas une source d'exploitation des travailleurs à travers le monde. Je pense que peu d'entre vous ignorent cet événement qui s'est déroulé le 24 avril 2013, donc l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, dans lequel 1138 ouvrières ont trouvé la mort, plus de 2000 ont été blessées. Et cet effondrement du Rana Plaza a été un véritable choc pour notre organisation, pour nos ONG, mais pas une surprise malheureusement. On dénombrait déjà depuis 2005 plus de 700 morts dans des effondrements ou des incendies d'usines au Bangladesh. Vous savez aussi que pour la majorité de ces ouvriers du textile à travers le monde, dans les usines de confection, leurs droits fondamentaux, tels qu'ils sont encadrés par les normes internationales du travail, à l'ONU, à l'OIT, sont bafoués. Vous entendez sûrement parler de plus en plus de l'Éthiopie comme nouvelle Eldorado de cette industrie qui s'est déplacée du Bangladesh. Et au Bangladesh, comme en Éthiopie, comme au Cambodge, les ouvriers sont loin de gagner un salaire vital, un salaire qui leur permette de subvenir à leurs besoins fondamentaux, travaillent des cadences infernales et voient leur droit de s'organiser en syndicat bafoué. Donc il y a bien sûr aussi une énorme responsabilité de ces États qui continuent à brader une main-d'œuvre pour attirer des investissements. Le collectif Éthique sur l'étiquette est donc un collectif de plaidoyer, d'interpellation des grandes multinationales de l'habillement, notamment de la fast fashion, pour qu'on change de modèle. On cherche aussi à renforcer la législation pour que les multinationales soient responsables des impacts sociaux et environnementaux de leur activité. On ne part pas du principe que ces atteintes sont systématiques, mais on voudrait que lorsqu'ils arrivent, les multinationales puissent rendre des comptes aux États, à la société et aux consommateurs, aux citoyens que nous sommes tous. Et puis on travaille aussi à sensibiliser la population, à sensibiliser les citoyens et à redire en fait ce qui se cache derrière la mode, derrière l'habillement, vous le savez tous très bien, c'est-à-dire qu'on se rende compte à nouveau de l'histoire derrière un vêtement, l'histoire des savoir-faire, l'histoire des hommes et des femmes qui les constituent, l'histoire des matières, des tissus, et le fait que, moi je dis souvent aux étudiants qu'on s'est habillé tout à fait autrement jusqu'au début des années 2000, donc c'est pas si vieux, et on a pu faire autrement que créer de l'obsolescence programmée dans la mode, et ça c'est essentiel de le rappeler. Alors, éthique sur l'étiquette, je dirais qu'on a presque le confort d'une double position. À la fois, on est un acteur d'interpellation assez fort. On établit des recommandations. On cherche vraiment à faire changer les choses avec des messages assez forts. Je dirais aussi forts que les situations qu'on dénonce, finalement. Mais on est aussi un acteur de dialogue. Et donc, on rencontre la plupart des multinationales de l'habillement, la plupart des marques, pour travailler ensemble à des évolutions de leur modèle. Et on se rend compte aussi qu'au sein des entreprises, ça n'est pas récent, mais de plus en plus, on a des personnes qui souhaitent que leur façon, leur travail et que leurs entreprises évoluent. Et ça aussi, c'est quelque chose quand même à mettre au crédit de la mobilisation citoyenne. Alors, on a un peu accompagné l'évolution des entreprises pour que ces droits humains soient respectés à travers les premiers codes de conduite, les premières chartes éthiques qui permettaient aux marques d'inscrire leurs engagements pour le développement durable, la multiplication des audits, comment les réaliser de manière efficace. Et puis, on a travaillé sur les pratiques d'achat, comment est-ce que la façon dont on cherche
à fabriquer ces vêtements influe ou pas sur les conditions de travail en bout de chaîne. Et puis, à la lumière d'un texte international voté au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en 2011, les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains, ce nouveau cadre a donné finalement l'opportunité de traduire dans les législations des pays cette obligation de vigilance qui incombe à toutes les entreprises. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de passer par ces systèmes de législation contraignants? Parce que finalement, le Rana Plaza arrive en 2013, c'est 17 ans après le premier scandale dans l'industrie, Nike en 1996, où des journalistes avaient documenté les enfants qui travaillaient à même le sol, les enfants au Pakistan pour la marque Nike, et que finalement le Rana Plaza arrive après 17 ans de RSE, 17 ans de responsabilité sociale d'entreprise, 17 ans de seuls engagements volontaires. Donc bien sûr que ces engagements volontaires sont essentiels, bien sûr qu'ils doivent être aussi liés à chaque entreprise, à son modèle, à sa chaîne de sous-traitance. Mais on voit bien que renforcer la législation, c'est remettre du droit, remettre aussi la réalité juridique au niveau de la réalité économique. On n'est plus face à des industries, des entreprises qui possèdent leurs unités de production, leurs moyens de production. On est face à des chaînes éclatées, des chaînes de sous-traitance dispersées, extrêmement complexes, et une perte de traçabilité qui rend quasi impossible de vérifier jusqu'au bout de la chaîne les conditions de travail et son impact social et environnemental. Donc on a travaillé pendant 5 ans, c'était finalement la mandature sous Hollande de 2012 à 2017, et le Rana Plaza a été un accélérateur de cette proposition de loi. On a travaillé, on a monté une coalition assez inédite également, d'acteurs de la société civile. Donc il y a une quinzaine d'ONG, de syndicats français, donc la CFDT, la CGT, tous les grands syndicats, mais aussi Oxfam, le CCFD Terre Solidaire, Artisans du Monde, Greenpeace, le Forum citoyen pour la RSE, des députés, effectivement, dont il y avait un représentant tout à l'heure qui a effectivement fait partie du groupe qui a adopté cette loi, donc des députés extrêmement engagés sur cette question de remettre du droit et du sens dans la mondialisation, mais aussi des juristes, des économistes de différents bords, je tiens à le souligner. Et cette coalition nous a aussi permis, et ça c'est un peu moins connu, aussi de beaucoup dialoguer avec des entreprises. Et on voit que toutes les multinationales, toutes les entreprises n'étaient pas opposées à une régulation de la mondialisation, parce que ça permet à de plus petits acteurs aussi de s'insérer dans cette mondialisation, et les entreprises elles-mêmes, même si leur voix a beaucoup moins pesé que celle des grandes fédérations patronales, on dit à quel point effectivement remettre de la moralisation, du droit dans la mondialisation, ça les aidait elles-mêmes à développer une activité économique, sans parler des beaucoup plus petites entités, des petites entreprises du tissu local, parce que lorsqu'on fait des lois de ce genre, ce qu'on souhaite au final, c'est un changement de modèle. Ce que l'on souhaite, c'est que les entreprises ne fondent plus leurs seules décisions économiques sur la recherche d'un profit à court terme, par des délocalisations successives, par une mise en concurrence des unités de production des travailleurs, mais plutôt repensent leurs décisions économiques à la lumière de l'impact qu'elles vont avoir et refondent complètement leur modèle sur la base d'un socle minimum de droits fondamentaux, de respect de l'environnement qui sont encadrés par des normes internationales. Donc c'est exactement l'objectif de cette loi. Alors après 5 ans de travail intense, 2 ans de navette parlementaire, la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre est adoptée à l'Assemblée nationale, donc le 21 février 2017. Alors que dit cette loi sur le devoir de vigilance? D'abord, c'est une loi intersectorielle, elle ne concerne pas que le secteur textile, elle concerne tous les grands groupes français, plus de 5000 salariés en France, ou plus de 10 000 à l'international. Et elle leur demande d'établir et de publier un plan de vigilance. Je ne vais pas m'étendre trop sur la loi, mais vous retrouverez le texte facilement, il est très court. Et dans ce plan de vigilance, elles ont l'obligation d'identifier les risques d'atteinte aux droits fondamentaux et à l'environnement que peut être lié à leur activité. Il n'y a pas les mêmes risques d'atteinte quand on travaille dans l'extractif ou dans le textile, dans le secteur bancaire, et de dire les mesures qu'elles vont prendre pour prévenir ces atteintes. Donc c'est une loi qui vise à traduire un cadre international adopté, entre autres par la France, dans la loi française.
C'est une loi de prévention, donc elle n'a rien à voir, je dirais, avec l'exercice de reporting qui est tout à fait essentiel, de dire ce qu'on a fait pour contribuer au développement durable. Cette loi, elle demande aux entreprises ce qu'elles vont faire pour empêcher, y compris dans leurs décisions économiques, pour empêcher les violations et les atteintes à l'environnement. La grande nouveauté, et ce qui a aussi pas mal secoué, effectivement, c'est qu'on pourrait engager la responsabilité juridique d'une maison mère ou d'un donneur d'ordre si le manquement à cette obligation de vigilance s'est traduit par des violations graves aux droits fondamentaux. Alors on a fait le bilan en éditant un rapport qui est dans mon sac, qui est juste là, donc que je tiens à disposition sur le stand du collectif Éthique sur l'étiquette, avec 5 autres organisations. On a fait le bilan de cette première année d'application de la loi. Donc elle a été adoptée en 2017 et à partir de 2018, les entreprises devaient publier ce plan. On attend là les plans, la deuxième série de plans de vigilance. Et ce bilan dit 2 choses. D'une part, à quel point on est attaché à une loi essentielle, pionnière et très importante, qui est un vrai pas dans la mondialisation pour respecter les droits humains. Mais ce rapport montre aussi qu'elle est malheureusement extrêmement mal appliquée dans cette première année. D'abord, certaines entreprises n'ont pas publié leur plan malgré l'obligation légale qui leur incombe. Et la plupart des plans sont, pour cette première année, extrêmement succincts. On a de très grands groupes pour lesquels leur plan tient en 2 pages. Or, ils sont censés établir une cartographie, des mesures de prévention, des mesures d'évaluation également de ces mesures d'atténuation. Les mesures d'atténuation se limitent souvent aux audits sociaux. Certaines entreprises parlent de risques pour l'entreprise et pas seulement pour les tiers. Or, ici, on ne cherche pas, bien sûr, à limiter les risques financiers pour l'entreprise, mais bien les risques d'atteinte aux droits humains. Et montre aussi que certaines entreprises ont joué le jeu. Alors, ce rapport concerne 80 entreprises de tout secteur confondu. Ce qu'on dit surtout, c'est qu'on espère que ces extrêmes limites à cette première année d'application sont liées plutôt au temps nécessaire pour que les entreprises s'organisent en interne pour réaliser de vrais plans de vigilance, pour identifier de réelles mesures qui soient beaucoup plus progressistes que celles qui sont proposées. Mais on espère surtout que la responsabilité sociale cesse d'être une riposte marketing, comme encore beaucoup de groupes l'identifient. Et que cette RSE ne soit pas un moyen de répondre aux ONG, de répondre aux citoyens qui se posent des questions, mais vraiment une opportunité pour changer de modèle. Parce que c'est impossible, vous avez dû le dire déjà tout à l'heure, que l'on continue une production qui se traduit par de tels dommages sociaux et environnementaux. Peut-être pour conclure, un mot sur pourquoi aussi cette loi est essentielle. Parce qu'en fait, les consommateurs nous devancent presque désormais les ONG. On n'a jamais été autant questionnés sur l'efficacité des mesures prises par les marques, de leurs grands engagements sur le développement durable. Et surtout, ça c'est une vraie nouveauté depuis 2 ans, on n'a jamais été autant questionné sur la réalité et la crédibilité de ces démarches. C'est-à-dire qu'on a des consommateurs qui ne se demandent même plus est-ce que ça marche, ils nous demandent est-ce que c'est vrai que les entreprises le font. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible qu'on vende des t-shirts à 4 € tout en étant une entreprise responsable? Est-ce que c'est vrai qu'on peut recycler tous les vêtements comme l'indiquent les entreprises? Et ça, en tant qu'ONG, c'est une réelle nouveauté qu'on soit devenu vraiment un lieu de cette interpellation. Un sondage publié par Changing Markets montre qu'en France, moins d'1 citoyen sur 6 accorde de la crédibilité aux engagements des entreprises, 14% seulement. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui doit amener tout ce milieu aussi à évoluer, à se poser les questions. Là, aujourd'hui, on est face vraiment à un choix, celui de l'intérêt général ou celui de continuer dans un modèle qui ne fonctionne pas. Et on espère, bien sûr, que le secteur de l'habillement, avec son histoire grandiose, son histoire vraiment aussi très liée au territoire, aux matières, aux êtres humains, soit plutôt du bon côté. Et j'espère que ce type d'événement y contribuera. Merci.